Yo sé que sin un amor, véngase de a casa. Sí, mi amor, te lo dije hace tiempo, y ahora tú te volverás con la amargura de un recuerdo. Mía, te fuiste mía, te fuiste mía. Et ben voilà, on était au brûleur et nous voilà à Saint-Martin-du-Touche. On n'a pas d'autre accueil. Alors on s'est mis là en attendant qu'on puisse rester, quoi. S'ils nous font partir, ben on ira ailleurs. Mais où aller ailleurs, on ne sait pas non plus. Allez, fais un petit pas. Voyons. Vas-y. Allez. Voilà. Impec. Voilà. Impec la santé. Ta fille. Hein? Des voyageurs, les gens du voyage, je préfère ce mot en nomade qui est un petit peu entaché de sens péjoratif. Les gens du voyage, comme nous, ont les mêmes pathologies que nous, bien évidemment. S'il fallait décrire des pathologies particulières, moi je parlerai souvent d'une pathologie des conditions de vie qu'on leur impose. Certes, aujourd'hui, de nouveaux aires d'accueil naissent, mais il faut savoir qu'encore, jusqu'à un passé récent, on accueillait les voyageurs sur les dépotoirs. Dans ce pays, on peut voyager sans problème. Le problème, c'est de s'arrêter. Quand les voyageurs voyagent, on voudrait qu'ils s'arrêtent, et puis quand ils s'arrêtent, on aimerait bien qu'ils aillent voyager ailleurs. On ne demande pas un château sur un terrain, nous on demande l'eau, la lumière, les douches et les WC. Le strict nécessaire, l'hygiène, c'est tout. Je suis né en France, mes parents sont nés en France, j'ai fait l'armée en Algérie pendant 28 mois. Et quand je suis revenu de l'Algérie, j'ai stationné sur un ancien dépotoir où les ordures étaient autorisées et moi refusées. Au départ, c'était très bien, le camp de Marthe. Après, au départ, je vous expliquais, il y avait un gardien qui nettoyait. Après, ça est venu qu'il n'y avait plus de nettoyage. Tous les gens y rentraient, il y avait toutes sortes de gens qui rentraient. Et le terrain de Marthe, c'était pour 80 caravanes. Ils en mettaient 120 caravanes. Et c'était un sur l'autre. Alors il n'y avait pas de courant. Éclairé, c'était même pas éclairé. Pauvre malheureuse ampoule. Et ça l'est venu qu'on était envahi par les rats. Et les WC, il n'y en avait pas. 17 ans sans WC. Il y avait des WC, mais il n'y avait pas d'échage d'eau, il n'y avait rien. Alors celui-là qui rentrait dans les toilettes, il ne pouvait pas. Et puis il est dans la merde. Nous, on est des gitans, mais on est des êtres humains comme les Français. Les camps où on nous met, c'est tout dégueulasse, c'est sale, où c'est mal arrangé, ça ne tient pas. Voilà, où on va les péter. Quand on voyage, on s'en va pour le voyage, sur les places, ils ne nous laissent pas. On nous expulse. Où on va aller alors? On n'est pas des sauvages quand même, on n'est pas des Indiens. Donc il y a de la différence, il y a du racisme aussi là-dedans. Ma réaction d'homme et de prêtre devant Ginestou sur l'image que ça me renvoie me rappelle trop les bidonvilles que j'ai pu connaître par ailleurs avant de venir à Toulouse. Là, je ne peux pas, je me dis, voilà des gens, des familles qui vivent dans des conditions infrahumaines. Alors la loi Besson, qui date du 31 mai 90, a un article qui est l'article 28, qui dit que chaque commune de plus de 5000 habitants est tenue d'offrir les équipements nécessaires à l'accueil des gens du voyage. Alors c'est une formulation un peu ambiguë. Équipement nécessaire, ça veut dire très simplement une aire d'accueil
ça c'est pour équipement, et nécessaire, c'est que la quantité d'emplacements mis à disposition doit être suffisante en fonction de la fréquentation habituelle de la commune. Donc il y a deux critères, quoi. Il y a l'aire d'accueil et il y a la fréquentation habituelle. C'est comme ça qu'on estime à peu près à 250 emplacements supplémentaires, ce qui est nécessaire sur l'agglomération de Toulouse. Aujourd'hui, les esprits sont plus mûrs. Moi je parle de Toulouse et de l'agglomération toulousaine là. Les esprits sont plus mûrs, beaucoup de gens commencent à comprendre la nécessité d'offrir à ces gens du voyage des conditions de vie décentes, même si ça se fait dans le respect de leur tradition. Ils n'ont pas besoin du même confort que celui dont nous avons besoin nous. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que souvent on avait d'énormes terrains d'accueil. Et forcément, quand vous groupez 100 ou 120 caravanes sur un terrain, vous avez des désordres qui sont multipliés de façon exponentielle. Il y a des problèmes d'hygiène qui se posent parce que les équipements en plus ne sont pas toujours très satisfaisants. Et forcément, la réaction de rejet est encore plus forte. Ce que souhaitent les gens du voyage aujourd'hui, ce sont des petits terrains. 6 ici, 10 ailleurs, 15, 20 maximum. Et je crois que c'est ça la solution. Là, il nous manque rien du tout, voyez-vous. Là, on est bien, on a de la verdure, on a tout, quoi. On a les douches, on a les douches, on a l'eau, on a les larvoirs, on a tout. Pour ça, il nous manque rien du tout. C'est très bien. Et puis, il y a la ville qui est pas trop loin. Il y a la ville, là, pour faire les achats. Et puis, l'hôpital, surtout. Quand il y a des malades, un coup de voiture, on est vite rendu. C'est ça, cette importance. Vous voyez? Un camp comme ça, c'est formidable, c'est très bien. Oh, oui. Oui, parce que là, avec l'autorisation de la justice, quoi, du maire du village, ils nous sont là tranquilles. Il n'y a pas de gendarmes qui viennent nous faire partir, vous comprenez? On est tranquille, quoi. Avant cette loi, il était fréquent que le maire, voyant arriver des caravanes, téléphone ou à la gendarmerie, ou au commissariat, ou à la préfecture, pour demander qu'on les fasse partir. Alors, le problème que ça pose aujourd'hui, que ça peut poser à certains élus, c'est que n'ayant pas d'aire d'accueil alors qu'ils devraient en avoir une, il y a fort peu de chances qu'ils obtiennent une décision de justice favorable. Cette peur me paraît liée à ce groupe qui est tellement différent du nôtre, et comme tout ce qui est différent entraîne la méfiance et la peur autour de stéréotypes qui sont hypertrophiés. Il faut se dire que le gitan, lui, travaille que pour cette caravane et sa voiture. C'est le seul bien sur terre qu'il a. Et quand une personne décède de chez nous, on brûle la caravane et on brûle la voiture parce qu'on n'a pas d'héritage. Les enfants n'héritent pas du bien de leurs parents parce qu'on a un certain respect qui existe chez nous et qui fait partie de notre culture. On ne profite pas de l'argent d'un décès. Et les gens n'en font pas de différence, ils croient que parce qu'ils ont une belle voiture, ça y est, c'est des voleurs, c'est des millionnaires. Quand on fait la différence qu'une caravane et une voiture vaut, on est très loin d'avoir la maison d'un sédentaire. On n'a jamais été des mendiants. Jamais été des mendiants. On fait un petit travail artisanal pour vivre s'il faut. Vous voyez. Bon, il y a des gens qui sont très bien, bon, ils font des marchés, ils font des marchands de matelas, ils font. Vous voyez, c'est des commerçants. Comme moi, je suis commerçant. Moi, je paye des impôts. J'ai un registre de commerce, je suis inscrit au registre de métier, voilà. Comme un patron qui a un magasin en ville, c'est tout. Je suis marchand ambulant avec mon camion, c'est tout. Ben là, je vais faire des dynamos, là. Il y a un peu de cuivre dedans. Alors on démonte ça là, et après on fout le feu dedans, pour les brûler tout ça là. Mais seulement on ne peut pas brûler partout. À cause des voisins, les gens ils gueulent. Là, la dame il a gueulé tout à l'heure. Parce que ça fait beaucoup de fumée ça. Alors c'est ça qui est... On ne peut plus rien faire alors.
On ne peut plus rien faire, on ne sait plus quoi faire. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup en réalité, même si le genre de travail ne rentre pas dans nos catégories, les catégories de la société, surtout avec l'idée que nous faisons du travail. Eux, c'est autre chose. Mais c'est un fait que de ce côté-là, leur avenir n'est peut-être pas forcément très très reluisant. Il y a certainement d'énormes difficultés. Et il y a eu des moments, et des adultes, qui se posaient la question en me disant « Mais nos enfants, après leur adolescence, qu'est-ce qu'ils vont devenir au point de vue du travail ?» Les conditions de stationnement influent sur la scolarisation dans la mesure où, sur la région toulousaine, comme sur toutes les banlieues de France, il n'y a pas suffisamment d'aires d'accueil pour ces populations. Et concrètement, cela se pratique par du stationnement sauvage. C'est la raison pour laquelle les camions-écoles stationnent, font l'école là où se trouvent les familles, dans une perspective de suivi scolaire. Le cartable marche. Non. Je me rappelle hier soir pour Alors, le cartable est avec nos collègues, car nous sommes 3 camions-écoles qui tournons sur la région toulousaine. On accueille des populations différentes, on rencontre des terrains de stationnement différents. Parfois, on fait l'école dans la boue, en hiver. Parfois, on fait l'école à côté de décharges. C'est une réalité. Et c'est lorsque l'on voit la situation des voyageurs, lorsque l'on voit le stationnement des voyageurs, qu'on arrive à mieux comprendre la problématique de l'intégration, la problématique de la scolarisation de ces enfants. Car encore une fois, tout enfant a droit à l'école. Nous, ce que l'on voudrait, c'est garder notre culture, et on est des voyageurs, on est des fils du vent, et on veut se déplacer. Et se déplacer, pour nous, c'est notre vie. Vivre avec le contact de la nature et être libre.